Républicains, démocrates et progressistes, M. Jacques Rabal, et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, le projet de loi que nous abordons ce matin est certes important, même très important, mais au-delà de l'approbation de l'accord maintenant signé entre la Fédération de Russie et le gouvernement français, pour notre part, il est un signe de la volonté de ce gouvernement de faire preuve de transparence en ouvrant ce débat ce matin ici dans l'hémicycle. En effet, au plus fort de la chaleur estivale, la polémique allait bon train sur les conséquences financières et politiques de cette perspective pour la France de la non-livraison de ces deux Mistral. Des chiffres inexacts, amplifiés, circulaient dans les médias, des exagérations. Certains évoquaient même un jour de deuil pour la France. Ce débat ici dans l'hémicycle, avec la représentation nationale, pour ce qui nous concerne, permet d'éclaircir clairement cette situation et montrer ainsi que le gouvernement ne veut rien cacher, met tout sur la table, avec les réunions de commission, comme ça a été rappelé, les auditions, et je dirais qu'au-delà des effets de tribune, tout ce qui est excessif est insignifiant. Monsieur le ministre, je tiens à saluer cette volonté de transparence qui, pour nous, est un élément incontournable de la démocratie. Maintenant, venons-en au fond. Ainsi, parmi toute la panoplie d'équipements et de savoir-faire de haut niveau qu'offre notre industrie, se trouvent des bâtiments de projection de commandement, dits BPC. Ces derniers fleurons de notre construction navale, produits par la Société Direction des constructions navales, combinent en effet sur une plateforme unique les fonctions de porte-hélicoptère, d'hôpital, de transport de troupes, de mise en œuvre de moyens de saut, amphibies et enfin de commandement. Intéressée, la Russie a fait connaître à la France, à l'automne 2009, sa volonté d'acquérir deux de ces navires. Dans la perspective de la vente, 2 accords ont donc été signés, ça a été rappelé tout à l'heure. La livraison d'un premier navire, le Vladivostok, était alors prévue en novembre 2014 et celle du second, le Sébastopol, en novembre 2015. Or, entre-temps, et il ne faut pas l'oublier, la crise ukrainienne éclatait. Elle commençait en novembre 2013, suite à la décision du gouvernement ukrainien pro-russe de renoncer à l'accord d'association avec l'Union européenne. Puis s'intensifiait avec la révolution de février, l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass et l'attaque du vol MH17. Près de 300 victimes, sans oublier les milliers de morts. Ça a été dit, les millions de déplacés dus à ces conflits. Le président de la République annonçait alors en septembre 2014 que les conditions n'étaient plus réunies pour que la France autorise la livraison du premier navire. Puis un mois plus tard, était décidé de surseoir à l'examen de la demande de licence d'exportation. Et ce n'est pas faute pour la France de s'être engagée très activement dans les négociations afin de trouver une solution politique à la crise de l'Ukraine. Certes, il y a eu depuis une désescalade dans la crise, mais la situation n'en est pas pour autant réglée. Par conséquent, livrer le Vladivostok et le Sébastopol à Moscou est injustifiable d'un point de vue de la politique étrangère, comme vous me le rappelez, Monsieur le ministre. C'était engagé dans une médiation entre Moscou et Kiev. Le procédé aurait été perçu comme une rupture de la neutralité nécessaire à la négociation. Au plan européen et euro-atlantique, cet acte aurait été également considéré par plusieurs des alliés européens comme une rupture de la solidarité et même comme un acte de traîtrise compromettant la position française durablement. D'autant que cette crise paraît difficilement évoluer positivement à court et moyen terme. L'actualité donne raison au gouvernement français, puisque les accords de Minsk peinent à être respectés. Le cessez-le-feu total dans l'est de l'Ukraine n'étant pas acquis. Parmi les militaires et les civils, des morts sont encore à déplorer. Le retrait exigé des armes lourdes et légères commence à peine.
Par ailleurs, les membres de la mission d'observation de l'Organisation pour la coopération de la sécurité en Europe ont subi récemment des tirs et autres tentatives d'intimidation alors qu'il était essentiel de leur garantir l'accès au front. La livraison de ces bâtiments ne pouvait donc intervenir dans un avenir proche. Le président de la République et son homologue russe ont décidé en février 2015 d'engager à l'amiable des négociations pour aboutir à un règlement négocié de ce dossier. Et ils y sont parvenus. Cela a permis d'éviter une issue contentieuse, forcément longue, plus aléatoire quant à ses conséquences financières et empêchant d'envisager une revente ou un réemploi rapide des navires tant que les voies de procédure ne seraient pas épuisées. En effet, l'accord en janvier 2011 prévoyait qu'en cas de différend relatif à son application, le litige pouvait in fine être soumis à un tribunal arbitral. 2 accords intergouvernementaux signés début août dernier ont permis d'aboutir à une solution négociée. Parallèlement, les entreprises DNCS et ROE ont résilié le contrat commercial qui les liait sous la forme d'avenant de leur contrat initial, réglant également la question des contentieux entre elles, mais aussi entre leurs sous-traitants. L'avenant prévoit en outre la mainlevée des garanties bancaires qui accompagnaient le contrat. Enfin, il fixe les modalités de restitution de la Fédération de Russie des fournitures gouvernementales. Le présent accord prévoyait dans un premier temps le versement par le gouvernement français au gouvernement russe de la somme de 949 millions d'euros, correspondant à la restitution des sommes avancées par la Russie à des dépenses occasionnées par la formation des équipages ou le développement de matériel spécifique. Mais sur ce dernier point, la partie française a pu faire valoir qu'elle n'entendait rembourser que les seules dépenses directement liées à la construction des navires, ce qui a donc abaissé le montant du versement à 893 millions d'euros. Si la nature du contrat BPC a permis au chantier de Saint-Nazaire et c'est pas mince d'un point de vue économique d'éviter un trou de commande qui aurait obligé, sinon à fermer le chantier, du moins à engager un drastique plan social, avec le risque de perdre une main-d'œuvre qualifiée. Il faut espérer désormais que la revente de ces navires ne se fasse pas au rabais et entraîne une perte financière significative. En ce sens, il est à se réjouir que les discussions se soient, semble-t-il, déjà engagées avec plusieurs États intéressés. C'est un des éléments sur lesquels, même si nous comprenons bien que l'aspect diplomatique soit dominant, avoir des indications sur ces éventuels pays acheteurs et pour qui aient les moyens de s'offrir des bâtiments de projection de commandement de premier rang et des marins bien formés, tout en parvenant à surmonter l'opposition des lobbies liés aux constructeurs locaux de navires. Leur coût d'entretien à quai, bien sûr, avoisine mensuellement 5 millions d'euros et leur déréussification prend du temps, puisque ces navires sont construits pour répondre précisément aux spécifications de la marine russe. Il s'agit désormais de démonter des équipements, changer les systèmes de télécom, les hommes-machines qui sont en caractère cyrillique et toutes les documentations. Donc, dans la perspective de la revente de ces navires, je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous donner quelques indications sur les pistes qui sont ouvertes, tout en restant bien sûr avec un langage très diplomatique, parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais au-delà de cet aspect de revente, pour le pays, la France en tant que telle, ne manque-t-elle pas de bâtiments de premier rang pour exercer pleinement notre souveraineté? C'est une autre question. Est-ce que l'OTAN a pu se positionner pour éventuellement les acquérir? Au-delà de ces questions, je voudrais dire, compte tenu des aspects pour notre part largement positifs de cet accord, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient, vous en doutez, l'approbation de celui-ci. Si au début de mon propos, j'ai tenu à mettre en avant la volonté de transparence qui, de notre point de vue, s'exprime ici avec la représentation nationale qui anime ce gouvernement, je voudrais également souligner la fermeté et l'esprit de responsabilité dont a fait preuve ce gouvernement avec le président de la République. Fermeté de prendre une décision courageuse malgré les pressions et les attaques polémiques. Pour nous, la gestion de ce dossier international très difficile fait honneur à la politique et le groupe des RDP tient à le faire remarquer cet aspect. Pour conclure, comme à mon habitude, je veux citer ici Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, le plus contemporain des philosophes, citait Le Point cet été. Il disait dans la fable « Le chat et le renard ». Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix. On tente,
on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Eh bien, la France a fait le bon choix pour les aspects politiques, économiques, diplomatiques et financiers. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrice Carvalho pour le groupe Gauche.